Lumineux, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Geneviève Herry-Arnaud, professeure de bactériologie à la faculté de médecine de Brest, praticien hospitalier au CHRU de Brest, chercheur à l'INSERM spécialisé dans l'étude du microbiote et l'auteur du livre « Ces microbes qui nous veulent du bien » aux éditions Humaine Science. Considérés hier comme les principaux ennemis sanitaires de l'homme, les microbes sont aujourd'hui élevés au rang d'amis et d'alliés grâce aux nombreuses recherches et études consacrées au microbiote. Il apparaît ainsi qu'un microbiote intestinal d'aplomb est le socle d'une bonne santé et qu'un microbiote affaibli et déséquilibré, un état appelé dysbiose, fait le nid de maladies diverses et variées, aussi bien psychologiques que physiologiques. Par ailleurs, le microbiote intestinal n'est pas seul. Cohabitent avec lui d'autres microbiotes comme le microbiote bucco-dentaire, le microbiote pulmonaire, le microbiote cutané ou encore le microbiote vaginal. Ces découvertes récentes et loin d'être anodines posent plusieurs questions. À quel point notre santé dépend-elle de nos microbiotes et qu'ignorons-nous encore ? Comment ce nouveau regard sur les microbes révolutionne notre compréhension de la santé et de l'émergence des maladies ? Et ce faisant, comment la médecine va-t-elle évoluer, notamment dans son offre de soins ? Afin de mieux comprendre ces compagnons aussi discrets par leur taille qu'essentiels par leur rôle dans nos vies, nous recevons aujourd'hui le professeur de bactériologie Geneviève Herry-Arnaud, auteur du livre « Ces microbes qui nous veulent du bien », publié aux éditions Humaine Science. Je suis Amalda Dole, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Geneviève Herry-Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, que ou qui sont ces microbes ? Qu'est-ce que c'est qu'un microbe aujourd'hui ? Qui sont-ils ? Comment on peut le définir ? Comment on peut les... Alors, on peut le définir à la fois par la taille et le nombre. Premièrement, alors la taille, donc c'est microbe, donc ça vient de microscopique. Effectivement, là, on est face à des organismes qui sont de l'ordre du micron en termes de taille. C'est d'ailleurs un Français, Charles-Emmanuel Sédillot, qui a proposé ce premier terme de microbe. Alors, il était chirurgien, mais visiblement intéressé par la microscopie, et donc on lui doit ce terme. Donc ça veut dire littéralement petite vie, ça vient du grec ancien. Et donc c'est tout petit, microscopique, et puis en même temps c'est très nombreux. Alors c'est un petit peu logique, c'est vrai que plus on est petit, plus on peut caser du monde, on va dire ça comme ça. Et donc les microbes qui nous veulent du bien, dans notre organisme, ça constitue la moitié de nos cellules. Donc c'est une façon de mesurer en quantité. Donc c'est si petit qu'on ne les voit pas, mais ils sont bien là, et c'est la moitié de nous-mêmes. Donc en fait on peut se voir comme une espèce hybride, faite pour moitié de cellules dites humaines et de cellules microbiennes. Alors que la quantité d'eau chez l'humain fluctue selon l'âge, le poids et le sexe entre 50 et 80% d'eau, quelle part de nos gènes représentent les gènes microbiens ? Alors les gènes microbiens, donc c'est ce qu'on appelle sous l'appellation microbiome, donc c'est-à-dire le génome de tous ces microbes. Et tout ensemble, on va jusqu'à énumérer à peu près 10 millions de gènes. Donc, par rapport aux 23 000 gènes qui sont d'origine humaine, c'est vrai que là aussi, en termes de quantité, on peut être impressionné par le nombre de gènes que représente cette partie microbienne de nous-mêmes. Alors, comment les microbes, autrefois jugés dangereux, ont-ils trouvé grâce auprès de la communauté scientifique ? Et quelles découvertes ont révolutionné notre regard sur eux ? Alors là, vous me demandez de faire une histoire de la bactériologie médicale, c'est-à-dire plus d'un siècle d'histoire, donc je vais essayer de la résumer. C'est vrai que la bactériologie médicale, elle est née plutôt sous l'angle négatif des microbes. Donc c'était à la fin du 19e siècle avec Louis Pasteur, son challenger allemand de l'époque était Robert Koch. Et donc, à eux deux, plus après tous leurs successeurs et leurs élèves, ils ont en fait décrit ces bactéries, notamment, c'était surtout des bactéries à l'époque, qui étaient responsables de grandes épidémies. Donc, c'est vrai qu'on parle encore d'épidémies à notre siècle, mais à l'époque, ça avait quand même une conséquence énorme en termes de morbimortalité, notamment chez les enfants. Et donc, ils ont fait le lien entre la présence de ces micro-organismes et la survenue de symptômes infectieux, de la fièvre, du pus. Donc ça, c'était vraiment les premiers qui ont eu l'idée de récupérer des prélèvements, par exemple du pus, et de regarder sous le microscope qui avait été inventé il y a bien longtemps, au XVIIe siècle, par un Néerlandais. Et donc, on avait l'outil, le microscope, pour observer
ces micro-organismes pour les colorer et donc regarder leur présence et associer leur présence à la survenue de symptômes. Donc cette bactériologie médicale, ça a fait l'objet d'intenses recherches pendant la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. Et puis, à force de bien les connaître, on a appris à les combattre. Donc c'est la grande aventure après les antibiotiques. Et on s'est dit, ça y est, ça va être la survie de l'humanité grâce aux antibiotiques. Et puis, comme vous le savez, avec l'usage massif des antibiotiques, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à utiliser la pénicilline pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu arriver l'émergence de résistance. Et donc, on s'est dit, mais finalement, les antibiotiques, alors, comme on dit, c'est pas automatique, mais surtout, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tous nos maux. Et donc, il va falloir prendre les choses autrement. Et en parallèle, donc, de cette médecine, de cette bactériologie médicale, s'est développée une approche complètement différente de la vision de ces microbes, avec la notion que ces microbes aussi faisaient partie de nous-mêmes, donc on parlait de flore intestinale à l'époque, et puis que dans cette flore intestinale, on avait des bactéries qui avaient des capacités bénéfiques, ce qu'on appelait après des probiotiques. Et par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il y a un médecin qui s'appelait Nisle qui a remarqué qu'il y avait un des combattants qui ne tombait pas sous les coups des infections digestives qui sévissaient à l'époque dans les tranchées. Et donc, il s'est dit, mais peut-être qu'il a quelque chose, en fait, dans son intestin qui fait qu'il le protège, qui a un effet, ce qu'on appelle maintenant un effet barrière contre ces infections virales ou bactériennes. Et donc, il a isolé une souche particulière d'une bactérie qu'on connaît tous qui s'appelle Escherichia coli. Et donc, cette souche, la souche Nisle, est en fait un des premiers probiotiques d'origine humaine qui a été isolé et que maintenant on peut retrouver en vente, en fait, en tant que probiotique. Donc, vous voyez, c'est vrai que l'histoire de la bactériologie médicale est surtout axée sur les infections, sur les épidémies, et pour cause, puisqu'il y a eu quand même des millions de morts. Mais en même temps, c'est développé plutôt à bas bruit, plutôt dans des milieux pas forcément très médicaux, une vision beaucoup plus optimiste des microbes. Et ça a pris pied dans la médecine parce qu'est arrivé un nouvel outil. C'est vrai qu'en médecine, on a souvent fait des progrès parce que initialement, il y a eu en fait une invention qui a fait qu'on a pu voir les choses différemment. Et donc en microbiologie, après le microscope est arrivé un outil qu'on peut voir un peu comme un grand stéthoscope moléculaire qui vient ausculter notre monde microbien intérieur et qu'on appelle le séquençage au débit. Donc c'est cette invention qui permet de séquencer une foultitude de génomes en même temps qui nous a permis finalement de mieux observer, mieux décrire tous ces microbes qui nous habitent et de commencer à comprendre tous les rôles bénéfiques qu'ils pouvaient jouer pour notre santé. Donc voici en quelques minutes un rapide aperçu de l'histoire de la bactériologie médicale sur un siècle et demi. Alors comment sommes-nous passés du non-flore intestinal au microbiote intestinal ? Ah oui, alors c'est vrai que en médecine, mais comme beaucoup de sciences d'ailleurs, ou beaucoup de domaines, le lexique est quelque chose d'important. Alors en fait, on va parler de la même chose. Il s'agit de l'ensemble des micro-organismes qui sont sur notre peau et nos muqueuses. Alors bien sûr, en premier chef au niveau intestinal. Donc on parle de la même chose, mais quand on passe de la notion de flore à la notion de microbiote, on y met des choses différentes. C'est-à-dire qu'avant, la notion de flore était extrêmement passive. On sait qu'on avait des microbes, en gros, qu'on expulsait en allant à la selle, et puis ça allait pas beaucoup au-delà. Après, on s'est dit, oui, finalement, on a prouvé qu'il y avait un intérêt dans la digestion, mais c'était finalement encore un rôle plutôt passif ou pas très actif. Et maintenant, quand on parle de microbiote, et je pense que ça, le grand public a bien intégré cette notion, on y voit vraiment quelque chose de proactif qui agit comme un véritable organe pour assurer des fonctions essentielles à notre bonne physiologie, donc à notre santé. Alors, quelles sont les principales fonctions du microbiote intestinal, par exemple, connues à ce jour ? Alors là, c'est pareil, il me faudrait quelques heures. Mais dans les principales, j'ai cité celle qu'on connaît tous, qui est la notion de digestion. C'est vrai qu'il y a notamment certaines fibres. On vous dit manger des fibres, mais en fait, il faut savoir que votre système intestinal humain n'est pas équipé sur le plan enzymatique pour digérer les fibres. Et donc, en fait, sans nos bactéries, on serait incapable de digérer les fibres. Donc ça, c'est une des premières grandes fonctions, c'est la digestion, notamment la digestion enzymatique. Et on utilise, c'est pour ça qu'on peut se voir comme un super organisme. En fait, on utilise l'équipement enzymatique de nos bactéries pour mieux digérer et donc mieux incorporer certains éléments essentiels à notre bonne santé. Après, il y a le grand champ de l'impact sur l'immunité.
Donc en fait, les microbes vont jouer un jeu qui est à la fois double en agissant sur notre capacité à tolérer certaines choses. Donc d'où leur impact notamment sur le champ des maladies allergiques, sur le champ des maladies auto-immunes. Mais en même temps, les bactéries vont éduquer notre système immunitaire pour qu'elle soit plus forte lors de la rencontre, par exemple, d'un virus pathogène. Donc ça, c'est vraiment les liens très importants qui unissent l'immunité avec les bactéries. Après, il y a toute une autre kyrielle de rôles, mais je pense que si je devais résumer en 2 grandes fonctions, je dirais ça, la fonction bien sûr digestive et puis le lien avec l'immunité. Alors comment se construit le microbiote ? Alors comment il se construit ? Alors il va se construire dès la naissance, c'est-à-dire qu'au moment de la naissance, c'est notre premier grand shoot bactérien. Alors il y a eu tout un débat sur l'existence d'un microbiote placentaire. Au début, on s'est beaucoup emballé en disant que la vie microbienne commençait déjà in utero. Puis finalement, les données récentes publiées dans les grands journaux montrent que ce qui a été décrit, c'était plutôt de l'ordre de ce qu'on avait appelé du contaminome, c'est-à-dire un microbiome contaminant. Donc on va dire qu'a priori, on n'a pas, en tout cas en situation saine, de bactéries in utero. Mais par contre, dès les premières secondes de la naissance, pour peu en plus qu'on ait la chance de naître par voie basse, donc au moment du passage de la filière génitale, le nouveau-né va se coloniser avec des bactéries vaginales de sa maman. Donc ça, c'est le premier grand, ce que j'appelle le shoot bactérien, la première grande rencontre avec cette masse microbienne qui est déterminante sur la construction de ce microbiote. Et puis après, il va y avoir différentes phases aussi qui vont arriver. Donc, à partir des bactéries pionnières, on va voir petit à petit se constituer, se diversifier ce microbiote en fonction de l'environnement, de l'alimentation, des médicaments qu'on l'on reçoit. Et l'on sait très bien maintenant que, en gros, les 2 premières années de vie sont très importantes pour la constitution, la maturation du microbiote intestinal, qui est quand même le chef d'orchestre sur le plan microbiologique de la physiologie humaine et même animale. Alors, quel environnement doit-on privilégier pour que les 2 premières années de vie, par exemple, d'un enfant, soient favorables à un bon microbiote ? Oui, alors là, c'est pareil, c'est une question très, très vaste, mais en quelques mots, je pense que vous me posiez la question de, voilà, en gros, qu'est-ce qui a fait naître cette notion de microbiote ces derniers temps ? Je pense que une des notions sur lesquelles on est revenu, c'est la notion d'hyperhygiénisme, qui a sévi, en gros, moi, pendant ma jeunesse, je pense que j'ai dû subir un petit peu les affres de l'hyperhygiénisme. Dans les années 80, même un petit peu avant, on stérilisait tout. En fait, on avait une peur des microbes et il fallait absolument que l'enfant naisse dans un environnement quasiment dénué de microbes. Ce qui, quand on y pense, c'est une ineptie totale, parce que c'est impossible d'échapper au monde microbien. Donc les germophobes, c'est vrai qu'ils ont de quoi avoir des sueurs froides. Et donc, contrairement aux années 80 où on va dire la mode était à l'hyperhygiénisme et à la protection de l'enfant vis-à-vis des microbes, on en revient complètement et au contraire, on dit qu'alors un enfant, finalement, il a besoin de rencontrer les microbes, notamment pour que son système immunitaire se structure, s'éduque. Et donc finalement, laisser un enfant peut-être traîner par terre, mettre les doigts dans sa bouche, être en contact avec les animaux, finalement, c'est lui donner aussi des chances de rencontrer plein de microbes. Et donc que le système immunitaire apprenne à reconnaître ces microbes et donc s'éduque de manière à ce que plus tard, ils ne reconnaissent pas ces micro-organismes étrangers comme étant justement étrangers, exogènes, et déclenchent une réaction, qu'elle soit allergique ou auto-immune. Alors, en deuxième point, peut-être, je pourrais aussi continuer sur les aspects environnementaux qui englobent l'alimentation. Et ça, c'est vrai que c'est un deuxième point clé dans la constitution d'un bon microbiote, lui donner le maximum de chances d'être optimal. Et un microbiote optimal, il se voit avant tout par sa biodiversité. Et donc, l'apport alimentaire, la diversification alimentaire, la consommation de fibres sont aussi des éléments qui sont très importants pour aider à la constitution du meilleur des microbiotes. Alors, où est-ce qu'on trouve ces fibres, par exemple, pour rappel ? Alors, les fibres dans l'alimentation, c'est beaucoup de choses. C'est pas forcément que les poireaux. On peut avoir cette idée, parce qu'on voit le poireau, les fibres. C'est pas forcément que ça. Les fibres, elles vont se loger, par exemple, aussi dans des épices. Par exemple, le persil que vous rajouterez. Donc, bien sûr, les fruits et légumes, beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Je pense que c'est intéressant de taper sur Google et regarder où se nichent les fibres et vous verrez qu'elles sont dans plein d'endroits, enfin dans plein d'aliments, y compris le chocolat.
Alors, au sujet du mode d'accouchement. Une grande étude a récemment apporté une démonstration magistrale de ce qui était subodoré depuis quelques années. L'impact délétère de l'accouchement par césarienne qui met en contact le nouveau-né avec les bactéries du microbiote cutané et des bactéries environnementales, le privant des bonnes bactéries maternelles qui s'acquièrent lors de l'accouchement par voie basse, en particulier les lactobacilles du microbiote vaginal et les bactéries Bacteroides et les bifidobactéries du microbiote intestinal. Chose fascinante, il semblerait que le legs bactérien de la maman à son bébé soit optimisé par la mère pendant la grossesse. En effet, l'augmentation de la progestérone pendant la gestation enrichit le microbiote maternel en bifidobactéries. Certaines bactéries bénéfiques sont ainsi donc programmées pour se transmettre de manière verticale. L'homme, avec un grand H, passeur de microbes de génération en génération, quoi de plus beau que ce lien ancestral qui nous unit avec ces microbes qui nous veulent du bien. Alors, Geneviève Herrier-Arnault, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? C'est vrai que c'est un extrait qui me plaît parce que déjà, il termine par le titre de mon livre. Et j'aime beaucoup cette notion du fait que, alors c'est peut-être mon côté femme aussi qui va jouer là-dessus. Mais on sait que les femmes transmettent les mitochondries, transmettent beaucoup de choses, mais peut-être quelque chose qu'on n'avait pas forcément suffisamment en tête, c'est que les femmes aussi transmettent des bactéries, et notamment les bonnes bactéries. Et je suis persuadée que dans la médecine du futur, l'aspect prévention sera déterminant. C'est vrai que c'est un petit peu l'Arlésienne, on parle depuis quasiment des siècles de la prévention, mais en pratique, on n'a pas de temps de lever d'action sur cette action de prévention, et je suis persuadée que le microbiote en est un. Et donc, une des premières étapes fondatrices dans la constitution du microbiote, c'est l'accouchement, et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous lire ce passage qui m'est assez cher, à la fois en tant que femme chercheuse, et puis maman, et puis également pensant en tant que bactériologue comment les microbes peuvent nous aider dans l'amélioration de la santé. Alors, vous écrivez que la pharmacologie du futur devra tenir compte à la fois du patient, de sa maladie certes, mais aussi de son microbiote. Alors, pourquoi et comment le microbiote et le médicament interagissent ? Ah oui, alors ça, c'est un domaine absolument hyper intéressant, comme beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot un petit peu compliqué, on aime bien en domaine de microbiote inventer des mots, donc là on peut se faire plaisir actuellement puisque c'est une science naissante. Donc on parle de pharmacomicrobiomics ou pharmacomicrobiomics si vous voulez en français. Et en fait, l'idée, c'est qu'on sait que le foie, les reins vont participer à la transformation des médicaments. Donc ça, c'est bien connu des pharmacologues qui font des études de pharmacocinétique pour comprendre en fait comment un médicament, quand vous l'avalez ou quand on vous l'injecte, quelle est son histoire dans votre corps et comment il va être excrété et comment il va être ce qu'on appelle métabolisé. Et en fait, avec les dernières connaissances sur le microbiote, en particulier le microbiote intestinal, on se rend compte que là aussi, il va agir comme un organe qui va aussi métaboliser les médicaments. Alors, on sait que certains médicaments, en particulier les antibiotiques, agissent sur le microbiote. Mais ce qu'on savait moins, c'est qu'en fait, cette interaction était double, à double sens. Et en fait, on s'aperçoit que le microbiote va aussi agir sur la transformation des médicaments. Et donc, la pharmacomicrobiomique, c'est essayer de comprendre pourquoi certains patients qui ont la même pathologie, à qui on donne le même médicament, vont avoir des réactions complètement différentes, quand par ailleurs, a priori, leur fonction de métabolisation au niveau hépatique ou rénal est la même. Et donc, l'étude du microbiote fournit aussi des pistes de compréhension du fait pourquoi certains patients répondent ou ne répondent pas à des traitements. Et donc là, il y a un nouveau champ qui s'ouvre en pharmacologie et je pense que c'est quelque chose qui va être aussi très, très important, quel que soit le domaine médical d'ailleurs dans le futur. Vous donnez d'ailleurs l'exemple du cancer de la peau dans votre livre. Ah oui, alors ça, c'est encore un petit peu différent. C'est pas en fait l'action d'un médicament, le microbiote cutané sur un médicament en particulier, c'est plutôt l'action protectrice de certaines souches, et je dis bien souches, c'est-à-dire un sous-ensemble d'une espèce qui s'appelle le Staphylococcus epidermidis, qui est donc un habitant naturel de notre microbiote cutané, qu'on a tous sur la peau, qu'on a longtemps négligé pendant des années, parce qu'en fait, on était plutôt focalisé sur son cousin qui est un pathogène, le fameux staphylocoque doré. Mais donc, ce staphylocoque doré, il a un cousin
qu'on peut appeler le staphylocoque blanc, si vous voulez, si on se réfère à sa couleur, et qui est là, qu'on a tous sur la peau. Et donc, certains chercheurs se sont rendus compte que certaines souches de staphylocoque blanc produisaient une enzyme qui allait en fait empêcher la multiplication anarchique des cellules de la peau, des kératinocytes, qui est provoquée par l'exposition aux UV. Et donc finalement, le microbiote cutané offre aussi une piste de compréhension sur le fait que certaines peaux ou certains sujets vont être plus sensibles aux expositions aux UV que d'autres, et donc seront plus à risque de développer un mélanome. Donc là, on a une explication physiopathologique qui est aussi intéressante. Et derrière, on y voit la capacité peut-être probiotique de certaines souches de staphylocoque blanc qui pourraient être utilisées pour nous aider à nous prémunir contre les effets délétères du soleil. Alors, c'est pas pour autant qu'il faudra s'exposer toute la journée en plein midi, en plein soleil, mais on a derrière aussi des pistes aussi. Et je sais que certains industriels s'intéressent de très près au microbiote cutané avec l'idée d'utiliser des bactéries de la peau comme probiotiques cutanés. Alors, il y a toute une série, pour vous reprendre les termes que vous utilisez dans votre livre, de questions qui grattent. On en revient à la peau. Donc, une sur... Donc, qui gratte l'esprit, c'est vrai que il faut susciter de la curiosité pour déclencher le mécanisme de réflexion intellectuelle. C'est ça, et vous le faites bien dans votre livre, dont une question sur le microbiote pulmonaire. Alors, comment l'air que nous respirons, et notamment la pollution, agit sur lui ? Alors ça, c'est des données assez récentes. Il y a pas mal de données sur la pollution de l'air intérieur. On sait que notamment les pays en voie de développement où on utilise encore le charbon pour cuisiner, il y a énormément de pathologies respiratoires. Et en fait, c'est lié aux particules qui sont libérées par le charbon dans l'air intérieur. Mais il y a après, bien sûr, toute la problématique de la pollution atmosphérique et des particules fines. Et maintenant, alors surtout depuis la pandémie à Covid-19, on a établi des corrélations importantes entre les zones qui sont géographiquement très polluées et le risque d'infectivité par le SARS-CoV-2, donc le virus du Covid-19, ou le risque de morbimortalité occasionné par le virus. Donc maintenant on a suffisamment de recul et il y a eu des grandes études épidémiologiques, notamment en Chine ou en Italie, par exemple dans la plaine du Pô, qui est cette zone d'Italie du Nord qui est fortement industrialisée avec une forte pollution atmosphérique et qui a représenté à elle toute seule 40% des cas de Covid en Italie. Et donc, ces grandes études épidémiologiques ont été rapportées dans d'autres zones géographiques du monde. Et donc, on avait des corrélations montrant que la pollution atmosphérique est un facteur supplémentaire de risque de faire une forme grave d'infection respiratoire virale, et notamment à SARS-CoV-2. Et donc, derrière ça, on commence maintenant, les équipes de recherche, et il y en a quelques-unes en France qui s'intéressent à l'impact de la pollution au niveau de l'épithélium respiratoire et à l'impact de la pollution sur le microbiote pulmonaire, qui est un microbiote qui est bien présent, mais en très faible quantité. Donc, on peut voir comme un microbiote assez fragile du fait qu'il est en très faible quantité. Et en fait, ce qu'on commence à décrire, c'est que les particules fines ou les gaz, par exemple comme l'ozone, qui font partie de la pollution atmosphérique, vont participer à la production de ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène. Si je vous dis par exemple le peroxyde d'hydrogène, qui est un antibactérien bien connu, alors qui est aussi connu pour se blondir les cheveux, mais initialement c'est quand même un inhibiteur bactérien, c'est une espèce réactive de l'oxygène. Et donc en fait, les polluants atmosphériques vont provoquer in situ au niveau de votre poumon la production d'espèces réactives de l'oxygène qui vont tuer les bactéries qui font partie de vos défenses naturelles au niveau pulmonaire. Et donc ils vont rendre votre épithélium pulmonaire plus fragile à l'infection par des virus respiratoires. Donc vous voyez, on commence petit à petit à constituer, grâce à ce chaînon manquant que constitue le microbiote, une compréhension du lien de corrélation entre pollution et risque d'infection par des virus respiratoires. Et comment on fait pour se prémunir de ça quand on vit dans une ville, par exemple, comme Paris ? Alors ça, c'est une énorme question. C'est vrai qu'on est malheureusement, en tant qu'individu, totalement passif, en fait. On subit la pollution atmosphérique. Donc, il y a quand même maintenant une prise de conscience de ça au niveau des pouvoirs publics et avec l'idée de diminuer le taux de particules fines. Et il y a toute une réglementation maintenant. Puis il y a des alertes. Donc, se prémunir, c'est effectivement rester chez soi, surtout quand on souffre de maladies respiratoires chroniques,
puisqu'en fait, la pollution va exacerber ces maladies qu'on peut avoir, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, la fameuse BPCO, ou l'asthme qu'on a chez les enfants. Et donc, un des conseils, c'est de rester chez soi, justement, pour éviter le contact avec ces particules fines. Alors, vous dites aussi dans votre livre que la perte de la biodiversité du microbiote intestinal est à mettre au regard au développement croissant de certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires et métaboliques type diabète, les cancers, les allergies, les maladies inflammatoires et auto-immunes, et peut-être même les troubles autistiques. Alors, quand vous parlez de perte de biodiversité, on parlait de l'air que l'on respire, mais il y a aussi l'alimentation. Quelle est l'alimentation aujourd'hui qui est la plus favorable à un bon microbiote? On parlait des fibres tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un régime alimentaire? Il y a on parle beaucoup de régime végan, flexitarien, végétarien. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire préféré de notre microbiote? Ce serait lequel? Oui, c'est comme dans l'habillement, il y a des modes en termes de régime. Donc... Oui, c'est ça. Pas un régime préhistorique aussi où je ne sais quoi, on mange que de la viande crue. Non, alors pour être plus sérieuse, c'est vrai que la notion de nutrition prend une place de plus en plus importante, et c'est heureux dans la médecine, notamment sous ces aspects prévention. Et il y a certaines sociétés savantes, je pense notamment à la Société savante de rhumatologie, qui prend très au sérieux ces considérations de nutrition, et qui, par exemple, dans une maladie auto-immune qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, va préconiser l'enrichissement en fibres et le régime méditerranéen. Donc, s'il y a bien un régime pour lequel on a des données scientifiques solides, basées sur la preuve, c'est le régime méditerranéen, qui est riche notamment en fibres, et qui permet finalement d'entretenir les bactéries bénéfiques que l'on a au niveau intestinal. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la nutrition, c'est une façon aussi de nourrir ces bactéries. On se nourrit soi-même, mais on entretient son petit jardin intérieur microscopique, et donc ces bonnes bactéries. Et en fait, les bonnes bactéries, c'est quoi? C'est des bactéries qui vont être capables de produire des métabolites qui agissent pour notre santé, et notamment qui vont réguler notre système immunitaire. Donc c'est très important de ne pas les perdre. Et clairement, le régime à l'heure actuelle qu'on peut voir dans les fast-foods, c'est tout le contraire de ce qu'il faut pour ces bactéries. Et on observe dans les régions riches, on va dire ça comme ça, très industrialisées, une perte de la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre d'espèces bactériennes que l'on a dans son intestin. Et donc, quand on fait des études de comparaison entre des populations de cueilleurs-chasseurs qui n'a pas un fast-food à tous les coins de rue et nos populations, on voit très clairement des différences de biodiversité, avec dans nos populations citadines, riches, une perte de certaines bactéries. Or, ces bactéries-là qui sont perdues, c'est des bactéries essentielles au maintien de notre bonne santé. Donc, vraiment, sur la nutrition, il y a vraiment des conseils à donner. Donc, je vous disais que certaines sociétés savantes de médecine donnent ces conseils pour appliquer des régimes. Et donc, c'est Hippocrate. Alors, on lui prête beaucoup de mots à Hippocrate, mais Hippocrate avait dit que ta nourriture soit ta première médecine. Et c'est tout à fait vrai. C'est vrai que par sa nourriture, déjà, on entretient son microbiote, et donc on favorise ou non une bonne santé. Alors, comment faire pour entretenir... plutôt rétablir un microbiote affaibli? Alors ça, c'est aussi une grande question qui intéresse évidemment beaucoup de monde à l'heure actuelle. Il y a différentes façons d'agir. En fait, tout dépend du niveau de gravité dans l'affaiblissement de notre barrière intestinale microbienne. Si je pars du scénario catastrophe, qui est par exemple des patients qui souffrent de diarrhée chronique, dû à une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile, alors qu'on appelle maintenant le Clostridioides. Alors je dis ça si jamais il y a des bactériologues qui m'écoutent, mais on va dire le C difficile. Donc c'est une bactérie qui va proliférer après une cure d'antibiotiques, parce qu'elle est résistante aux antibiotiques. Et donc si vous prenez des antibiotiques, vous la sélectionnez. Donc vous appauvrissez votre microbiote intestinal, mais en même temps, vous l'enrichissez en cette bactérie qui va produire des toxines qui vont vous donner des diarrhées. Et donc on arrive à des patients qui ont un vrai scénario cataclysmique, c'est-à-dire qu'en gros, ils passent leur journée aux toilettes et ils n'ont plus du tout de biodiversité intestinale. Donc quand vous arrivez à un scénario aussi catastrophique,
Il y a un traitement qui a montré une efficacité dans une étude randomisée contrôlée qui fait date dans l'histoire de la médecine, qui est sortie en 2013 dans le New England Journal of Medicine. C'est un peu la Bible en médecine, enfin la référence avec le Lancet, qui a montré que la transplantation, le transfert de microbiote fécal, donc en fait, fonctionnait à 90%, contrairement au traitement de référence, qui est un antibiotique, qui ne marche qu'à 30%. Donc là, on part d'un scénario catastrophique où il n'y a plus de biodiversité, et la façon de guérir, c'est de réinsuffler de la biodiversité en retransplantant du microbiote d'un sujet sain chez un sujet qui souffre de diarrhée. Donc ça, c'est, on va dire, le scénario le pire. Et puis, vous avez bien sûr plein de scénarios intermédiaires où là, eh bien, vous pouvez jouer sur l'alimentation, puisque je vous ai dit que l'alimentation était une façon d'entretenir sa biodiversité, manger des fibres, prendre des produits qui sont riches en bactéries, comme les produits lactés, fermentés. Ça aussi, c'est bien connu. Et puis, vous avez aussi l'activité physique. Ça, c'est des choses auxquelles qui sont moins évidentes, mais on a suffisamment aussi de recul maintenant pour dire que pratiquer du sport, alors là, c'est pareil, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Pratiquer du sport, non pas à outrance, mais du sport régulier, par petites touches, entretient une biodiversité. Donc, on va dire finalement un esprit sain dans un corps sain, corpore sano, c'est ça, c'est l'alimentation et puis le sport. Et alors, j'oubliais, parce que c'est vrai que dans les thérapeutiques, je vous ai parlé de la transplantation de microbiote fécal, qui est, on va dire, le scénario extrême, et qu'on réserve qu'à certaines franges de patients pour qui on n'a pas d'autre solution. Mais sinon, dans certaines pathologies, et là c'est vrai qu'on rentre dans un champ un peu compliqué à expliquer au grand public, mais il y a l'utilisation des bactéries qui ont prouvé un intérêt bénéfique, ce qu'on appelle les probiotiques, ou de certaines fibres qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle les prébiotiques aussi, qui ont aussi montré un intérêt. Mais là, c'est pareil, il faut savoir pour quelle maladie et quelle souche bactérienne on absorbe. Mais dans certaines pathologies, on a des études qui montrent très clairement l'intérêt d'enrichir en fait son alimentation ou son quotidien avec la prise de probiotiques. Alors, vous parliez de la diarrhée, y a-t-il d'autres symptômes d'un microbiote affaibli sur lequel... Alors après, là, c'est pareil, c'est très sujet dépendant. Mais vous pouvez avoir des patients qui vont avoir des douleurs chroniques qu'on n'arrive pas à étiqueter. Et ça, c'est vrai qu'on sait aussi que certaines bactéries du microbiote intestinal vont synthétiser ce qu'on appelle des molécules nociceptives, c'est-à-dire des molécules qui vont vous faire ressentir la douleur. Donc, si ces bactéries-là prolifèrent, finalement, vous êtes beaucoup plus sensible à la douleur. Et ça, c'est compliqué avec les moyens actuels de la médecine de parfois mettre un nom de maladie, parce qu'on aime bien étiqueter les choses en médecine, un nom de maladie sur certaines douleurs qui sont chroniques. Vous avez des patients qui ont un vrai inconfort, des vraies douleurs intestinales, et pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de solution, ni même à savoir d'où ça vient. Donc voilà, les douleurs sont par exemple un autre exemple de point d'appel d'une baisse de la biodiversité ou de quelque chose qui serait pas normal d'un point de vue microbiologique au niveau intestinal, ce qu'on appelle une dysbiose. Alors, Geneviève, pourquoi faites-vous le métier que vous faites aujourd'hui ? Comment êtes-vous arrivée à être aujourd'hui Voilà, c'est beaucoup. Je pense. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Je me suis pas interrogée sur cette question. C'est un peu narcissique d'ailleurs. Mais pourquoi j'aime ça ? Alors, j'ai toujours aimé la biologie, la médecine. J'ai toujours aimé les petites bêtes. Très tôt, je fais partie de ces petites filles qui avaient un microscope à Noël de la tendre enfance. Et puis, c'est une curiosité, mais ça, vous allez trouver ce trait de caractère chez beaucoup de chercheurs. Voilà, une curiosité, essayer de comprendre le monde. Et puis, c'est vrai que c'est devenu une vraie passion. Et puis, je suis surtout émerveillée, en fait, par tous les pouvoirs de ces bactéries. Je suis sincèrement émerveillée. Et donc, j'ai envie de comprendre comment elles fonctionnent et puis surtout comment les utiliser avec l'idée de rendre service après. Et je pense aussi, quand on travaille dans le monde médical, il y a aussi cette notion de service qui est importante. Donc finalement, faire de la bactériologie médicale, c'est aussi une synthèse de tout ça. Et puis un dernier point, c'est l'aspect, la beauté. Alors c'est un grand mot, mais il y a un aspect qui est très beau dans la bactériologie. Le microscope, quand on fait une observation de bactéries, c'est souvent on peut s'émerveiller. Et je m'émerveille encore. Après quelques années de pratique, je commence à avoir un peu de bouteille. Et l'émerveillement reste là, que je partage d'ailleurs avec mon équipe. Et puis, vous avez aussi ces belles colonies. Quand vous avez une belle boîte de pétri avec des bactéries, des colonies bactériennes, ça donne
presque des œuvres d'art. Et cet aspect aussi visuel, l'aspect aussi odorifère, il y a les bactéries ont une odeur. Bref, il y a plein de choses à raconter et tout ça, ça fait un tout qui me plaît beaucoup. Quel est le livre que vous aimez offrir ou que vous aimeriez que l'on vous offre ? Alors, le livre sur lequel je reviens très souvent, il y a très peu de livres que je relis en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas tellement relire les livres, mais il y en a un que je relis régulièrement, c'est Qui se souvient des hommes de Jean Raspail. Et j'aime beaucoup ce livre qui interroge sur l'humanité en fait. Et donc c'est un livre que j'offre. Et souvent les gens à qui je l'offre sont contents de l'avoir lu après coup. Voilà. En quoi croyez-vous ? En quoi je crois ? Oui. Là, on approche du questionnaire de Proust. Là, j'ai pas révisé, moi. En quoi je crois je crois, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Il y a tellement de choses, mais ce qui me tient beaucoup, c'est la capacité d'émerveillement. Et la capacité d'émerveillement et l'humanité, c'est des choses auxquelles je crois et auxquelles je suis très attachée. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire, ce qui m'émeut, c'est le don, la capacité de certaines personnes à faire don de soi, d'eux-mêmes, de tout. Et puis ce qui m'émeut beaucoup, c'est bien sûr, c'est l'amour. C'est presque une banalité que de le dire, mais ça reste quelque chose qui est pour moi le plus émouvant. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? L'obscurantisme. Je trouve que et je pense que la crise Covid-19 a été un grand révélateur de ça. C'est qu'au XXIe siècle, on a certains esprits qui sont aussi obscurs qu'à des temps beaucoup plus anciens, où on pouvait imaginer qu'ils n'avaient pas les connaissances leur permettant de comprendre le monde. Typiquement, l'exemple extrême, c'est les platistes, ceux qui croient encore que la Terre est plate. Ça m'effraie terriblement parce qu'en fait, on ne sait plus comment... Enfin, on n'a pas de prise, en fait, et c'est quasiment une prise de position politique qui est extrêmement effrayante. Et là, on se dit que devant ça, la science ne peut plus rien, alors que j'ai une profonde croyance en les vertus de la science. Mais face à l'obscurantisme, c'est vrai que je me sens totalement dépourvue, donc ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous indigne ? L'obscurantisme, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Ouais. Ce qui me fait du bien, il y a tellement de choses qui me font du bien, mais c'est des paysages. C'est aussi mon choix d'habiter en Bretagne. J'ai besoin d'avoir le contact avec la nature. Et maintenant, on vit à une époque où finalement on peut se permettre d'habiter même dans des endroits aussi reculés que Brest et être quand même au cœur de ce qui se fait en termes de science. Et donc ça me fait un bien fou, la mer. Je suis née au bord de la mer à Saint-Malo et je pense que c'est quasiment dans mes veines et j'ai besoin d'avoir, je parlais de shoot bactérien, moi j'ai besoin d'avoir mon shoot d'iode régulièrement pour être bien. Et puis après, il y a tellement de choses. Il y a l'art, la musique et puis bien sûr l'amour, encore une fois. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ? Alors là, je sèche. Il va falloir me laisser un temps de pause. J'ai pas de mantra, en fait. Une phrase. Ouais. Quand ça va pas, pour vous donner du tonus. En fait, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça m'arrive pas, en fait. Je suis en train de réfléchir, d'essayer de me mettre en situation. Il y a des situations de stress, bien sûr, mais la curiosité et la rencontre avec l'autre ou avec des choses nouvelles prennent toujours le dessus, finalement. Donc, c'est toujours l'appel d'apprendre des choses. C'est pas vraiment un mantra. Vous êtes toujours à la hauteur du hasard ? Exactement, ça c'est une belle phrase. Je ne sais pas de qui elle est. Comment ? C'est de Nietzsche. De Nietzsche, voilà. Ça me va très bien. Être à la hauteur du hasard, ça c'est une très belle phrase. Oui, je vous l'apprends. Eh bien, merci Geneviève. Je vous en prie, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, depuis une dizaine d'années maintenant, le microbiote est devenu un sujet d'étude qui mobilise et fascine la communauté scientifique internationale. S'il apparaît évident que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir sur les microbiotes, il apparaît de plus en plus évident que ces découvertes dessineront à la fois de nouveaux paradigmes sur notre vision du corps et une nouvelle médecine. Certes, la route est encore longue,
Mais comme le rappelle en toute fin de son livre le professeur Hervé Arnault, si le défi est grand, la cause l'est tout autant, la santé de tous. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemineux.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.